Alors, comment est-ce qu'on est passé des divans de Freud, un peu introspectifs, au laboratoire super carré, super scientifique? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot, le behaviorisme. C'est une théorie qui a débarqué avec une promesse folle, faire de la psychologie une science dure, une vraie science, en se concentrant sur une seule chose, la seule qu'on peut vraiment voir et mesurer, le comportement. Allez, c'est parti, explorons ensemble cette idée qui est franchement fascinante. On va d'abord voir la petite révolution que ça a déclenchée, ensuite, petit détour obligé par Pavlov et ses fameux chiens, vous allez voir. Après ça, on plongera dans le vif du sujet, comment on conditionne le comportement. On regardera aussi comment ça s'applique très concrètement, par exemple en classe, et on terminera en faisant le bilan, parce que son héritage est, disons, assez complexe. Ok, première étape. Mais au fait, quel problème le behaviorisme cherchait-il à résoudre? Pour bien piger, il faut faire un petit bond en arrière, à une époque où la psychologie, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Avant le behaviorisme, la psycho, ça reposait énormément sur l'introspection. En gros, on demandait aux gens de raconter ce qui se passait dans leur tête. Le problème, c'est super subjectif, par nature. Et c'est là que le behaviorisme arrive et littéralement renverse la table. L'idée, elle est simple, mais radicale. Si on ne peut pas l'observer, si on ne peut pas le mesurer, alors ça ne relève pas de la science. Point. L'ambition, c'était vraiment de faire de la psychologie une science dure, objective, au même niveau que la physique ou la chimie. Et voilà, cette phrase, c'est un peu le cœur du réacteur, et aussi, il faut le dire, ce qui a fait le plus polémique dans le behaviorisme. Mettre de côté les pensées, les sentiments, les désirs, c'était une position hyper radicale, vraiment. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des psychologues sont d'accord avec l'idée d'être objectif, bien sûr, mais de là à ignorer complètement tout notre monde intérieur, disons que c'est notre histoire. Et cette révolution, elle a une histoire des naissances qui est presque une légende. C'est l'histoire d'une découverte faite un peu par hasard, mais qui a absolument tout changé. On est en 1897. Le physiologiste russe Ivan Pavlov, lui, il étudie la digestion. Il observe un truc tout bête. Quand on présente de la nourriture à des chiens, ils salivent. Bon, jusque-là, c'est logique. Puis son assistant prend l'habitude de faire sonner une cloche juste avant de leur donner leur gamelle. Il le fait une fois, deux fois, plusieurs fois, et là, l'impensable se produit. Un jour, l'assistant sonne la cloche, mais n'apporte pas de nourriture. Et pourtant, les chiens se mettent à saliver. En fait, ils avaient appris à associer les deux. Dans leur cerveau, le son de la cloche était devenu synonyme de nourriture. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'association était devenue tellement forte qu'elle allait même au-delà du son de la cloche. Les chiens ont fini par saliver juste en voyant la blouse blanche de l'assistant de laboratoire. C'est dingue, non? Et voilà, c'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le conditionnement classique. Bon, Pavlov a ouvert la voie, il a posé la première pierre si on veut. Mais d'autres penseurs, après lui, vont s'emparer de cette idée d'un apprentissage dicté par l'environnement. Et ils vont la pousser encore beaucoup plus loin. Faut voir que ça ne s'est pas fait en un jour. Tout part de l'expérience de Pavlov en 1897. Il faut attendre 16 ans, jusqu'en 1913, pour que John B. Watson donne un nom officiel à ce courant, le behaviorisme. Et encore après, en 1938, un autre grand nom, B.F. Skinner, arrive et ajoute une pièce maîtresse au puzzle, le conditionnement opérant. Donc, pour résumer l'idée de Pavlov, le conditionnement classique, c'est un apprentissage qui se fait un peu malgré nous, de manière presque inconsciente. On prend un stimulus neutre, comme la cloche, et on l'associe à un réflexe naturel, comme la salivation. Et hop, c'est un apprentissage qui se fait purement par association. Et c'est là que Skinner arrive avec une perspective un peu différente. Pour lui, on n'apprend pas toujours de manière passive. Au contraire, l'apprentissage est souvent très actif. C'est ça, le conditionnement opérant. L'idée est toute simple en fait. Nos actions sont guidées par leurs conséquences. Si un comportement est suivi d'une récompense, il y a de grandes chances qu'on le répète. A l'inverse, s'il est suivi d'une punition, on va probablement arrêter de le faire. Voilà, c'est vraiment la distinction essentielle à avoir en tête. D'un côté, le conditionnement classique de Pavlov, on apprend par association, on est un peu passif, on subit. De l'autre, le conditionnement opérant de Skinner, on apprend par les conséquences de nos actes. Là, on est actif. Bon, je sais, tout ça peut paraître un peu abstrait. Mais en fait, ces principes sont absolument partout autour de nous. Et surtout, dans un endroit qu'on connaît tous par cœur, la salle de classe. On a tous vécu ça, non? Les félicitations du prof après une bonne réponse ou la super note sur la copie, ça, ce sont des renforcements positifs. Quand un enseignant récompense un élève qui lève la main pour parler, il ne fait pas que l'encourager lui. Il envoie un message clair à toute la classe. C'est du conditionnement opérant, en direct.
Et bien sûr, cette logique, elle ne s'arrête pas à la porte de l'école, loin de là. Dans le monde du travail, par exemple, les formations, le coaching, tout ça est bourré de techniques behavioristes. Quand on fixe des objectifs, qu'on donne des primes de performance, qu'on fait des retours constructifs, le but est toujours le même, renforcer les bons comportements et décourager les autres. Mais attention, cette théorie, aussi influente qu'elle ait pu être, est loin d'être parfaite. Alors qu'est-ce qu'il en reste du behaviorisme aujourd'hui? Allez, c'est l'heure de faire le bilan. Le gros reproche qu'on lui a toujours fait, c'est de voir l'être humain comme une machine, un peu trop simple, un peu trop mécanique. En zappant complètement nos pensées, nos motivations profondes, nos émotions, l'approche paraît forcément réductrice. On sait bien que la réalité de l'expérience humaine, c'est bien plus complexe qu'un simple jeu de stimulus-réponse. Mais attention, malgré ses limites, on ne peut pas nier son apport qui est juste immense. Le behaviorisme a en quelque sorte forcé la psychologie à se regarder dans le miroir, à devenir plus rigoureuse, plus scientifique. Il nous a laissé des outils super puissants pour analyser le comportement, pour faire des prédictions et même pour comprendre des choses aussi complexes que la manière dont on apprend à parler. Et on va terminer là-dessus sur une question un peu vertigineuse. Le behaviorisme nous dit en somme que nous sommes le produit de notre environnement, la somme de tous nos conditionnements. Ok. Mais alors, où est la place pour le libre arbitre, pour la créativité, pour cette petite voix intérieure qui nous est si personnelle? C'est une question qui est loin, très loin d'être réglée, et qui nous rappelle que comprendre le comportement humain, c'est une quête qui n'a probablement pas de fin.